Je suis ingénieur en génie civil, j'ai 38 ans. Je gagne ma vie en construisant des ponts, de ceux qui transportent des milliers de personnes chaque jour et qui doivent résister à la pression quoi qu'il arrive. Je pensais avoir construit une vie plutôt solide, elle aussi, 13 ans de mariage avec Mélanie, une fille de 12 ans nommée Léa, et une maison en banlieue résidentielle avec un double garage. On avait l'air d'avoir tout réussi, mais il s'est avéré que je ne connaissais rien aux fondations. C'était le jour de mon anniversaire, rien de grandiose n'était prévu. Mélanie avait dit qu'elle préparerait le dîner et Léa avait promis qu'elle resterait vraiment à table au lieu de disparaître dans sa chambre, des petites victoires, n'est-ce pas? Je quittais le chantier plus tôt, m'arrêtant pour acheter une bonne bouteille de vin en chemin, pensant à la façon dont j'avais survécu à une année de plus. Mon téléphone a vibré à un feu rouge, un numéro inconnu, un message avec un lien vidéo. J'ai failli l'effacer en pensant à un spam, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. La vidéo s'est chargée et j'ai immédiatement reconnu ma chambre, la couette grise que Mélanie avait choisie l'année dernière et les coussins décoratifs que je jetais toujours par terre. L'angle de vue venait de notre commode, comme si quelqu'un y avait posé un téléphone. Puis je l'ai vue, Mélanie dans notre lit avec un homme que je ne connaissais pas. J'aurais dû arrêter de regarder, j'aurais dû jeter le téléphone par la fenêtre, mais je ne pouvais plus bouger. La scène les montrait ensemble, clairement intimes, clairement à l'aise l'un avec l'autre, ce n'était pas une erreur de passage, ils avaient l'air d'avoir fait ça des dizaines de fois. Puis la porte de la chambre s'est ouverte. Léa est entrée. Ma fille de 12 ans est entrée dans cette pièce comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle n'avait pas l'air choquée, elle n'avait pas l'air confuse, elle avait l'air heureuse. Elle s'est approchée et l'a serré dans ses bras, cet étranger, cet homme dans mon lit avec ma femme. Léa a entouré son cou de ses bras et il a embrassé son front comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Puis elle a dit ces mots, « J'aimerais que ce soit toi, mon papa. » Cet mot, c'est tout ce qu'il a fallu. L'homme lui a souri, lui a caressé les cheveux, et Mélanie n'a pas écarté Léa, elle ne lui a pas dit que c'était inapproprié, elle est restée assise à les regarder comme si tout était normal. La vidéo s'est terminée. Je suis resté là au feu vert, les voitures klaxonnant derrière moi. Je l'ai regardé encore, puis encore, cherchant quelque chose qui donnerait un sens à tout ça, une explication, une blague, n'importe quoi, mais il n'y en avait pas. Ce n'était pas nouveau, ce n'était pas une erreur d'un soir. Ma fille connaissait cet homme, ma fille était assez à l'aise pour entrer dans cette chambre, ma fille souhaitait qu'il soit son père. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois Léa était-elle allée chez lui? Combien de fois Mélanie m'avait-elle dit qu'elles étaient chez sa mère, chez une amie ou à l'entraînement de foot, alors qu'elle jouait à la famille avec ce type? Depuis combien de temps étais-je l'idiot de service? Je suis rentré chez moi en pilotage automatique, je me suis garé dans l'allée à 18h06. Les lumières étaient allumées. À travers la fenêtre de la cuisine, je voyais Mélanie dresser la table. Léa riait de quelque chose, son téléphone à la main. Ma famille, ma femme et ma fille, s'apprêtaient à chanter joyeux anniversaire à l'homme qu'elles avaient déjà remplacé. Je ne suis pas entré. Je suis resté assis dans ma voiture, moteur éteint, à les observer à travers la vitre. Mélanie a appelé Léa pour l'aider, elles bougeaient ensemble dans la cuisine avec une aisance familière. Elles avaient l'air heureuses, elles avaient l'air d'attendre quelqu'un, mais pas moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé un cabinet d'avocats qui affichait une disponibilité 24h24, le genre d'avocat qui gère les divorces difficiles. Ça a sonné 2 fois. J'ai besoin d'un avocat pour un divorce, ai-je dit, ce soir. Maître Lefebvre m'a reçu à son cabinet à 23h. Il avait la soixantaine, l'air d'avoir tout vu 2 fois, et le genre de visage qui ne réagissait plus à grand-chose. Quand je suis entré, il n'a pas proposé de condoléances ni demandé si j'allais bien, il a juste désigné une chaise et a dit « Montrez-moi ce que vous avez ». Je lui ai tendu mon téléphone. Il a regardé la vidéo 2 fois, a pris des notes, sans sourciller. « C'est récent ?» a-t-il demandé. « Aujourd'hui, quelqu'un me l'a envoyé anonymement. »« Vous savez qui il est ?» ?»« Aucune idée. » Maître Lefebvre a zoomé sur le visage de l'homme et a pris une capture d'écran. « On va découvrir qui il est » a-t-il dit en me rendant le téléphone. C'est suffisant pour un divorce pour faute, et dans notre situation, ça compte pour simplifier les choses. On parlait comme s'il s'agissait d'un projet de construction, pas de ma vie qui s'effondrait. Je veux la maison, ai-je dit, je veux les comptes, je veux qu'elle comprenne qu'il y a des conséquences. La fille, a dit Maître Lefebvre avec précaution, elle a 12 ans.
Les tribunaux favorisent souvent la mère à cet âge, mais compte tenu des circonstances, de l'aliénation parentale et de l'exposition de l'enfant à une situation inappropriée, nous pouvons plaider pour la résidence principale si c'est ce que vous voulez. J'ai quitté son bureau à minuit avec une convention d'honoraires et un plan. Première étape, découvrir qui était ce type. Ça m'a pris moins de 24 heures. Il s'appelait Thierry Simon, 39 ans, propriétaire d'une concession automobile à l'autre bout de la ville. C'était le premier petit ami de lycée de Mélanie. J'ai trouvé son profil sur les réseaux sociaux et j'ai vu des photos d'une réunion d'anciens élèves il y a 6 mois. Mélanie était sur 3 d'entre elles, se tenant trop près, souriant trop largement. 6 mois, il faisait ça depuis 6 mois. J'ai engagé un détective privé recommandé par l'avocat. Ça m'a coûté 2000 €, mais j'avais besoin de tout, relevés bancaires, journaux d'appel, factures d'hôtel, tout ce qui me donnerait une image complète. Le jeudi, j'avais tout. Mélanie retirait de l'argent liquide tous les vendredis, des petites sommes, 200 ici, 300 là, assez peu pour ne pas m'alerter mais assez régulièrement pour financer des chambres d'hôtel. Le détective l'a tracée jusqu'à un motel en bordure de National, elle y était allée 11 fois en 4 mois. Mais le pire n'était pas là. Le pire, c'était Léa. Mélanie l'emmenait chez Thierry les week-ends. Je pensais qu'elles étaient chez la mère de Mélanie pour l'aider au jardin, du « temps de qualité avec mamie », selon ses dires. Tout n'était que mensonge. Le détective avait des photos, Léa descendant de la voiture de Mélanie devant chez Thierry, Léa assise sur son perron mangeant une glace, Léa et Thierry jouant au ballon dans son jardin. Ma fille l'appelait « tonton Thierry ». J'ai fixé ces photos pendant 1 heure. Léa avait l'air à l'aise, elle avait l'air d'être à sa place, comme si elle y allait depuis assez longtemps pour que ce soit normal. Mélanie ne m'avait pas seulement trompé, elle m'avait lentement remplacé dans la vie de ma fille, laissant Léa s'attacher à lui pour que, le moment venu, quand elle aurait enfin le courage de partir, Léa soit déjà habituée à l'idée. Sauf que je n'allais pas laisser cela se passer selon ses conditions. Le vendredi après-midi, pendant que Mélanie était au travail et Léa au collège, j'ai fait changer les serrures. J'ai appelé un serrurier qui n'a pas posé de questions et je l'ai payé en liquide pour un service immédiat. Ensuite, je suis allé à la banque et j'ai fait bloquer nos comptes joints, ce n'était pas illégal, mon nom était aussi dessus. Maître Lefebvre a déposé les papiers du divorce l'après-midi même. Je les ai fait signifier sur le lieu de travail de Mélanie, remis en main propre pendant sa pause déjeuner. Puis j'ai imprimé une copie que j'ai laissée devant la porte d'entrée. Je n'ai pas mis les pieds à l'intérieur, j'avais déjà pris ce dont j'avais besoin, vêtements, documents, mon ordinateur portable. Tout le reste pouvait rester là. J'ai conduit jusqu'à l'appart-hôtel que j'avais réservé le matin même et je me suis assis sur le parking. Mon téléphone est resté silencieux pendant 20 minutes, puis il a sonné. C'était le numéro de Mélanie. Je n'ai pas répondu. 3 autres appels, 2 messages vocaux, une série de SMS commençant par « C'est quoi ce bordel ?» et finissant par « Réponds-moi ». J'ai éteint mon téléphone, je suis monté dans ma chambre et j'ai ouvert une bière. À 19h30, je suis retourné près de la maison, me garant de l'autre côté de la rue d'où je pouvais voir la porte d'entrée. La voiture de Mélanie est arrivée dans l'allée à 19h52, Léa était sur le siège passager. Mélanie est sortie, s'est dirigée vers la porte, a essayé sa clé, mais ça n'a pas marché. Elle a réessayé, puis elle a vu les papiers sur la porte. Elle les a arrachés, a lu la première page et son visage est devenu livide. Léa est sortie de la voiture, a demandé quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Mélanie s'est retournée et a dit quelque chose de cinglant. Léa a reculé. Mélanie a sorti son téléphone, a commencé à composer un numéro. J'ai vu mon téléphone s'allumer sur le siège passager, son nom clignotant sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Elle m'a trouvé le dimanche matin. J'étais à l'appart-hôtel depuis 2 jours, ignorant 47 appels et d'innombrables messages. Mon avocat m'avait dit de ne pas engager le dialogue, de la laisser paniquer, de la laisser réaliser l'ampleur de son erreur. Mais Mélanie était persistante. On a frappé à ma porte à 9h, 3 coups secs qui signifiaient qu'elle ne demandait pas la permission. J'ai ouvert. Mélanie se tenait là, avec Léa légèrement derrière elle. Toutes deux avaient l'air épuisées. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste un engourdissement tranquille. On doit parler, a dit Mélanie. Non, pas besoin. J'ai commencé à fermer la porte. Papa, s'il te plaît, a lancé Léa. Je me suis arrêté, j'ai regardé ma fille. Elle ne voulait pas croiser mon regard.
5 minutes, ai-je dit. Elles sont entrées. Mélanie s'est assise sur le bord du lit. Léa est restée près de la porte, les bras croisés, tout dans son langage corporel hurlant qu'elle ne voulait pas être là. C'est de la folie, a commencé Mélanie, tu ne peux pas nous enfermer dehors comme ça. Ma maison. Mon nom sur l'acte de propriété. On doit parler de ça comme des adultes. Les adultes ne font pas ce que tu as fait, ai-je répondu. Léa a tressailli. Mélanie a ouvert la bouche puis l'a refermée. Ce n'est pas ce que tu crois. Thierry et moi, on est juste amis. On a repris contact à la réunion des anciens et... Arrête. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la vidéo et appuyé sur lecture. Le visage de Mélanie s'est vidé de son sang en entendant sa propre voix, en se voyant dans notre lit. J'ai ça, ai-je dit, j'ai les SMS, 6 mois de facture d'hôtel, les relevés bancaires montrant que tu vidais nos comptes pour tes week-ends en amoureux. Je sais pour les 11 fois où tu as emmené Léa chez lui alors que tu me disais que vous étiez chez ta mère. Mélanie avait l'air d'avoir envie de vomir. Tu as fouillé mon téléphone. Je n'ai pas eu besoin. Tu as utilisé notre compte joint pour tout payer. Elle s'est levée, essayant une autre approche. Tu fais du mal à Léa. Elle a besoin de son père. Dis-moi ce que tu as dit dans la vidéo, ai-je dit à Léa. Léa regardait le sol. Regarde-moi et dis-moi que tu n'as pas dit que tu voulais que Thierry soit ton père. Elle a fini par croiser mon regard et j'y ai vu, non pas de la honte ou du regret, mais de la défiance. Je le pensais, a-t-elle dit, il est plus gentil que toi. Il m'écoute, lui. Il ne passe pas tout son temps à travailler en nous ignorant. Voilà, c'était le scénario que Mélanie lui avait mis en tête. La pauvre Léa négligée, coincée avec un père qui subvenait à tous ses besoins mais n'était pas assez présent. Peu importe que chaque week-end je lui propose de faire quelque chose et qu'elle ait toujours d'autres plans, peu importe qu'à chaque dîner j'essaie de discuter alors qu'elle était collée à son téléphone. D'accord, ai-je dit calmement. Mélanie a senti une ouverture. On peut arranger ça, on peut aller voir un conseiller, Léa ne pensait pas. J'ai ouvert un autre fichier sur mon téléphone, un enregistrement audio, et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Mélanie est sortie du haut-parleur, je ne peux pas continuer comme ça éternellement. Léa mérite une vraie famille, elle mérite un père qui a vraiment envie d'être là. La voix de Thierry a répondu, alors quitte-le. Installe-toi avec moi. On s'arrangera pour la garde. Mélanie encore, j'essaie. J'ai juste besoin de temps pour tout bien mettre en place. Je ne veux pas perdre la maison. L'enregistrement s'est arrêté. Mélanie me fixait comme si j'avais sorti une arme. Ça date d'il y a 3 semaines, ai-je dit, tu m'as appelé par erreur depuis chez Thierry, une conversation de 22 minutes sur la façon dont tu planifiais ta sortie tout en t'assurant de me dépouiller de tout. La défiance de Léa s'est un peu fissurée. Tu m'utilisais pour la sécurité financière tout en apprenant à ma fille à préférer quelqu'un d'autre. Alors voici ce qui va se passer, tu voulais Thierry, il est à toi. Tu veux partir, tu pars. Mais tu n'auras pas le droit de réécrire l'histoire et de faire de moi le méchant. Mélanie a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Léa a commencé à pleurer. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Vous avez fait votre choix, ai-je dit, maintenant, assumez-le. Mélanie a pris la main de Léa et elles sont sorties. J'ai fermé la porte, je me suis assis sur le lit et, pour la première fois en 3 jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. La procédure de divorce a été rapide. Mélanie a engagé un avocat avec de l'argent qu'elle a emprunté je ne sais où. Ils ont demandé une prestation compensatoire, prétendant que Mélanie méritait la moitié de tout parce qu'elle avait sacrifié sa carrière pour élever notre fille. Sauf que Mélanie avait travaillé durant tout notre mariage et n'avait rien sacrifié du tout, elle avait juste fait de terribles choix. La date d'audience a été fixée pour la mi-novembre. En attendant, j'ai fait ce que je fais toujours quand les choses se cassent, j'ai travaillé. Je me suis jeté à corps perdu dans un projet de pont dans le département voisin, restant tard, prenant des gardes le week-end. Mon patron l'a remarqué et m'a promu chef de projet senior avec une augmentation de 15%. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai recommencé à courir, j'ai vu un thérapeute 2 fois par semaine qui ne m'a pas dit que je devais pardonner, mais m'a aidé à transformer ma colère pour qu'elle ne me consume pas. J'ai repris contact avec des amis perdus de vue, des copains de fac que j'avais cessé de voir parce que Mélanie ne les aimait pas. Il s'est avéré qu'ils étaient toujours là, toujours de bonnes personnes, toujours prêts à prendre une bière sans poser trop de questions.
Je reconstruisais, tandis que Mélanie s'effondrait. Nos amis communs ont d'abord essayé de rester neutres, me demandant ma version des faits. Je leur ai dit la vérité. La plupart d'entre eux ont cessé de parler à Mélanie après ça. Puis la médiation a eu lieu. Maître Lefebvre, moi, l'avocat de Mélanie et Mélanie dans une salle de conférence qui sentait le café froid et le regret. Mélanie avait l'air épuisée, les cheveux attachés, pas de maquillage, le genre de fatigue qui s'installe dans les os. Son avocat a exposé l'offre, Mélanie voulait une pension, garder la maison et la garde alternée pour Léa. Maître Lefebvre n'a même pas hésité. Votre cliente a commis un adultère, a exposé l'enfant à une situation inappropriée et a aliéné l'enfant de son père. Elle n'aura pas la maison. Elle n'aura pas de pension significative. Nous lui offrons 10% des actifs liquides, et elle devrait s'en estimer heureuse. L'avocat de Mélanie a essayé d'argumenter, mais Maître Lefebvre a posé le dossier de preuve sur la table. Voulez-vous que le juge voie tout cela? Parce que je vous promets que s'il le voit, votre cliente n'aura pas 10%, elle n'aura rien. La pièce est devenue silencieuse. Mélanie a commencé à pleurer, doucement d'abord, puis plus fort. Je n'ai pas eu pitié d'elle. L'avocat est sorti pour parler en privé avec Mélanie et est revenu avec une contre-offre, je garde la maison, les comptes de retraite, les voitures. Mélanie reçoit un petit capital, assez pour louer un appartement et se remettre sur pied, et une pension alimentaire minimale pour 2 ans seulement. Et la garde? Garde partagée, arrangement standard. Maître Lefebvre a dit que c'était une victoire, que je m'en sortais proprement. Mais l'avocat de Mélanie a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir, le tribunal prendra en compte la préférence de Léa. Elle a 12 ans, elle est assez grande pour que le juge lui demande avec qui elle veut vivre principalement. Mon avocat m'a regardé. J'ai regardé les papiers de l'accord. Mélanie essuyait ses yeux en m'observant. J'ai repensé au visage de Léa dans cette vidéo, à la façon dont elle regardait Thierry, à la façon dont elle avait dit ces mots. J'ai pensé aux photos d'elle chez lui, à l'aise et heureuse. J'ai pensé à elle dans cette chambre d'hôtel, provocante, me disant que Thierry était meilleur que moi. Et pour Léa, ai-je demandé. Elle a 12 ans, a dit Maître Lefebvre. Le juge l'interrogera, lui demandera où elle se sent le mieux. Si elle choisit sa mère, ce qui est probable vu son âge et la situation, vous aurez un droit de visite classique, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. J'ai fixé les papiers pendant un long moment, puis j'ai pris le stylo. Je dois ajouter quelque chose, ai-je dit. L'avocat a levé les yeux, quoi? Je veux un droit de visite minimal. L'avocat de Mélanie a froncé les sourcils, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé Mélanie. Léa a été très claire sur ce qu'elle ressent. Je ne vais pas forcer une relation là où on ne veut pas de moi. Je paierai la pension alimentaire requise par la loi, Mélanie aura la garde principale. Je prendrai des visites supervisées si le tribunal l'exige, mais je ne me battrai pas pour la garde d'un enfant qui ne veut pas de moi dans sa vie. Maître Lefebvre m'a attrapé le bras, on peut se parler un instant? On est sorti dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites? A-t-il demandé. Exactement ce que j'ai dit. Vous abandonnez votre fille? Elle a 12 ans, les enfants disent des choses qu'ils ne pensent pas. Elle a fait son choix, ai-je dit, je l'ai vu le faire. Je ne vais pas passer les 6 prochaines années à forcer un lien avec quelqu'un à qui on a appris à me voir comme le problème. Je ne vais pas venir la chercher un week-end sur 2 pour la voir compter les heures avant de pouvoir repartir. J'ai fini de me battre pour des gens qui ne veulent pas de moi. Maître Lefebvre s'est frotté le visage. C'est une grosse décision, réfléchissez-y. J'y ai réfléchi pendant 2 mois. Léa avait 12 ans, assez grande pour répéter une histoire qu'on lui avait dictée, trop jeune pour comprendre ce que cela coûterait plus tard, mais les dégâts étaient réels et je ne pouvais plus faire semblant. On est rentré, j'ai ajouté la modification par écrit, j'ai signé et j'ai fait glisser le papier sur la table. L'avocat de Mélanie l'a lu et a regardé sa cliente. Elle me fixait comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu abandonnes Léa, a-t-elle demandé. C'est toi qui voulais que je disparaisse, ai-je répondu, maintenant je suis parti. Elle est sous ta responsabilité désormais, tout comme la thérapie dont elle aura besoin, les explications sur la chute de sa famille, et la conversation sur la raison pour laquelle Thierry a disparu après toutes ses promesses. Tout ça, c'est pour toi. Le visage de Mélanie s'est décomposé. Son avocat a mis une main sur son bras pour calmer le jeu, ma cliente accepte les termes, a-t-il dit doucement. On a signé, Maître Lefebvre a certifié l'acte.
C'était fini. Je suis sorti de cette salle de conférence avec 50 000 € en moins mais totalement libre. 2 ans ont passé. J'ai déménagé dans une autre ville, pris un poste à 3 heures de là, un nouveau départ, un nouveau bureau. J'ai été promu 2 fois, devenant ingénieur principal sur un projet d'infrastructure municipale qui porterait mon nom sur une plaque une fois terminé. Je voyais quelqu'un, rien de sérieux au début. On avait eu 4 rendez-vous et elle n'avait pas posé de questions sur mon passé parce que je ne l'avais pas proposé. L'email est arrivé un mardi avec pour objet, « Papa, s'il te plaît lis ça », envoyé depuis l'adresse scolaire de Léa. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière, puis je l'ai supprimé sans l'ouvrir. 3 jours plus tard, un autre email, puis un autre. J'ai configuré un filtre pour que tout ce qui venait de son adresse aille directement à la corbeille. Puis Mélanie a essayé de me contacter sur les réseaux sociaux. J'avais verrouillé mon profil depuis des années mais elle a trouvé un moyen via des relations communes. Thierry est parti, il s'est fiancé avec quelqu'un d'autre. Léa va mal, elle a besoin de son père. S'il te plaît, parle-lui. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai bloqué son compte. Elle a essayé d'autres plateformes, bloqué. Elle a essayé d'écrire depuis un nouveau numéro, bloqué. Elle a même envoyé un message par l'intermédiaire de ma mère. J'ai dit à ma mère que si elle voulait rester dans ma vie, elle devait arrêter d'être la messagère. Je ne me sentais pas coupable, je ressentais un soulagement. J'avais reconstruit ma vie sans elle, nouvelle ville, nouvelle carrière, nouvelle routine. J'allais à la salle de sport 5 jours par semaine et j'avais un petit cercle d'amis qui me connaissaient comme le gars qui travaillait dur et ne parlait jamais de son ex-femme. J'avais des loisirs, j'avais commencé l'ébénisterie, pris des cours de soudure, appris à cuisiner autre chose que des pâtes. Chaque année, pour mon anniversaire, je m'offrais un dîner dans un bel endroit, je commandais exactement ce que je voulais et je levais mon verre à la vie que j'avais bâtie. Pas d'amertume, pas de fantasme de vengeance, juste la paix. Mais le mois dernier, Maître Lefebvre m'a appelé. « Vous avez reçu une lettre à mon cabinet de la part de Léa » a-t-il dit. « Jetez-la. Elle est marquée urgent, elle l'a envoyée par voie légale, je suis obligé de vous la transmettre. Postez-la moi, je la jetterai moi-même. » Elle est arrivée 3 jours plus tard, une enveloppe épaisse avec l'écriture de Léa sur le devant. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite, je l'ai laissée sur le comptoir de ma cuisine pendant 1 semaine. Ma petite amie, avec qui j'étais depuis 5 mois à ce moment-là une relation qui commençait à devenir sérieuse m'a interrogé à ce sujet. « C'est du vieux courrier » ai-je dit, mais elle a vu l'adresse de l'expéditeur et le nom du cabinet d'avocat. « C'est de ta fille » a-t-elle demandé. Je lui ai raconté les grandes lignes, le divorce, l'infidélité, la fille qui avait pris le parti de sa mère, et ma décision de m'éloigner pour protéger ma propre santé mentale. Je n'ai pas eu besoin d'entrer dans les détails. « Tu vas la lire » a-t-elle ajouté. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai tenue dans ma main. Léa devait avoir 14 ans maintenant, elle entrait au lycée, elle était assez grande pour commencer à comprendre les conséquences mais encore assez jeune pour être façonnée par les choix des adultes. « Qu'est-ce que tu vas faire » a demandé ma compagne. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé la lettre. J'avais déjà fait ce que je devais faire. J'ai jeté la lettre à la poubelle ce soir-là, sans l'ouvrir, sans lire au-delà de l'adresse. Je l'ai emportée directement dans le bac extérieur. Ma petite amie regardait par la fenêtre de la cuisine. Quand je suis revenu, elle n'a pas posé de questions, elle a juste versé 2 verres de vin et nous avons continué notre soirée. C'est ça, recommencer à zéro, on décide de ce qui reste dans sa vie et de ce qui n'y reste pas. On choisit les ponts que l'on reconstruit et ceux que l'on laisse s'effondrer. J'ai choisi de laisser celui-là s'écrouler. J'ai 40 ans maintenant. 2 ans se sont écoulés depuis cette lettre, Léa doit en avoir 16, je suppose que je ne tiens plus le compte. Je dirige une équipe de 11 ingénieurs, nous venons de terminer un échangeur autoroutier qui réduit le temps de trajet de 20 minutes pour 30 000 personnes. Mon patron veut que je prenne la direction de la région Nord l'année prochaine, je dirai probablement oui. J'ai acheté une maison l'an dernier, rien d'immense mais elle est à moi, 3 chambres, un bureau et un atelier dans le garage où je fabrique des meubles le week-end. J'ai vendu une table de salle à manger le mois dernier pour 1 200 €, l'acheteur a dit que c'était le meilleur travail d'artisan qu'il ait jamais vu. La petite amie d'il y a 2 ans est maintenant ma fiancée, nous nous marions au printemps prochain. Elle s'appelle Audrey, elle est kinésithérapeute, et elle ne m'a jamais demandé de me justifier ou d'expliquer mes choix. Elle connaît l'histoire, elle sait que j'ai une fille quelque part à qui je ne parle pas, mais elle n'a jamais insisté.
C'est comme ça que je sais qu'elle est différente. J'entends encore des choses parfois, les réseaux des petites villes sont tenaces même quand on s'éloigne. Un ami commun a mentionné que Mélanie travaillait comme enseignante remplaçante maintenant, dans un autre secteur, moins bien payé, galérant toujours. Léa s'en sort apparemment, mais pas incroyablement bien. Ma mère, à qui je parle environ une fois tous les 2 mois, a laissé échapper que Léa était en thérapie depuis plus d'1 an pour surmonter tout ça. Thierry s'est marié avec la femme pour laquelle il a quitté Mélanie, ils vivent 2 villes plus loin et ont un enfant maintenant d'après ce que j'ai entendu. Lui et Mélanie ne se parlent plus, il ne se souvient probablement même pas que Léa existe. C'est drôle comme ça marche. Les gens me demandent parfois si je regrette d'être parti, d'avoir choisi ma propre survie plutôt que d'essayer de sauver quelque chose qui était déjà brisé. Je ne regrette pas. Je regrette seulement que ma fille ait été placée au milieu d'une trahison d'adulte. Si elle revient un jour avec de l'honnêteté et du temps, je déciderai quel genre de pont peut encore être construit, mais c'est pour l'avenir, pas pour maintenant. Léa avait 12 ans, assez vieille pour répéter ce qu'un adulte lui avait appris et trop jeune pour comprendre à quel point les paroles peuvent être définitives. Je ne la punissais pas, je protégeais ce qu'il restait de moi et je laissais la porte ouverte pour le jour où elle pourrait me faire face avec la vérité. Elle a sa mère, elle a son thérapeute, elle a les membres de sa famille qui veulent bien encore aider Mélanie dans son pétrin. Ce qu'elle n'a pas, c'est un père qui vient la voir un week-end sur 2 en faisant semblant d'être une famille, la laissant me traiter comme une obligation qu'elle doit endurer jusqu'à ses 18 ans. Je ne suis pas ce genre de gars. Je suis celui qui est parti quand rester l'aurait détruit, celui qui a choisi le respect de soi plutôt que le sentimentalisme, celui qui a reconstruit sa vie entière à partir de rien parce que l'ancienne était bâtie sur des mensonges. Et ça me va très bien. La semaine dernière, c'était mon anniversaire, 40 ans. Audrey m'a demandé si je voulais une fête, j'ai dit non, juste un dîner tranquille. Nous sommes allés dans un restaurant du centre-ville, elle a pris du saumon, j'ai pris une entrecôte. Nous avons partagé une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ma première voiture. Nous avons parlé du mariage, ri de ses parents qui demandent quand nous aurons des enfants. Au moment du dessert, elle a levé son verre, à toi, a-t-elle dit. À nous, ai-je rectifié. Nos verres ont trinqué. J'ai regardé cette femme en face de moi, cette personne qui a choisi d'être là, qui n'est pas venue avec des bagages de trahison et des promesses brisées. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la gratitude. Pas pour le divorce, pas pour la douleur, mais pour la clarté que cette vidéo m'a apportée lors de mon anniversaire il y a 4 ans. Elle m'a montré la vérité, elle m'a montré qui étaient vraiment les gens quand ils pensaient que je ne regardais pas. Elle m'a montré que je méritais mieux que d'être le plan de secours de quelqu'un. Mélanie voulait Thierry dans sa vie, alors je me suis effacé et je les ai laissés avoir exactement ce qu'ils voulaient. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Chaque année, pour mon anniversaire, je me souviens de ce que j'ai perdu, et chaque année, je suis plus reconnaissant de ne pas être cet homme qui mendie des miettes d'attention auprès de personnes qui ne l'ont jamais estimé à sa juste valeur. Je les ai laissés vivre la vie qu'ils voulaient, et j'ai pris ma liberté à la place. Ce n'était pas le choix le plus joyeux, mais c'était le plus sain.